Conte et raconte le petit chaperon rouge. Aux abords d'une grande forêt, dans une petite chaumière, vivait une petite fille et sa maman. C'était une petite fille espiègle, aux cheveux châtains et aux yeux marrons. Tout le monde l'aimait énormément, car elle ne perdait jamais une occasion de rendre service à son prochain. Afin de la protéger des intempéries, sa maman lui avait cousu une cape avec une capuche, toutes les deux intégralement rouges. Dès lors, la fillette les aimait tellement qu'elle ne s'en séparait jamais. C'est pourquoi on l'avait surnommé le petit chaperon rouge. Un beau jour, sa maman lui tendit un panier et lui dit « Tiens, va porter cela à ta grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt. C'est une galette avec un peu de beurre. Elle est malade et cela lui fera du bien. Mais ne t'éloigne pas du chemin. Tu sais combien cette forêt est dangereuse. »« Oui, maman, » répondit le petit chaperon rouge. Et, aussitôt dit, aussitôt fait, elle se mit en chemin. Trottinant de ci de là, elle s'engagea dans la forêt. Elle aimait beaucoup cette forêt, ses grands arbres, le bruit des animaux, les oiseaux qui piaillent. Mais elle savait aussi que cette forêt était habitée par des loups. Elle n'en avait jamais rencontré aucun, mais sa maman ne manquait pas une occasion de lui rappeler combien cette forêt était dangereuse. Ce jour-là, pourtant, la fillette se baladait sans penser aux loups. Mais advint qu'un loup, un grand méchant loup, l'avait repérée. Il s'approcha d'elle. « Bonjour, petite fille. Que fais-tu dans cette forêt ?»« Je porte à ma grand-mère une galette et un petit pot de beurre. Elle est malade. Elle habite de l'autre côté de la forêt. »« Oh oh, comme c'est intéressant, mon enfant. Mais, tu sais, si tu suis ce chemin, la route est extrêmement longue. Il vaudrait mieux pour toi passer à travers bois. »« Oh non, » répondit l'enfant. « Ma maman m'a défendu de m'éloigner du chemin. »« Oh, mais ta maman ne sait pas tout, et peut-être qu'elle n'en saura rien si tu ne lui dis pas. » Hélas, la petite fille se laissa persuader par ses arguments. Et, aussitôt dit, aussitôt fait, elle s'engagea à travers bois, non sans manquer de cueillir de ci de là quelques pâquerettes pour faire un bouquet pour sa grand-mère. Le loup, de son côté, en profita. Il se précipita chez la grand-mère et frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la vieille dame. « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup. « Tire la chevillette et la bobinette, chéra, » répondit la grand-mère. Ainsi fit le loup. Il entra et dévora la grand-mère d'un seul coup. Puis, fatigué mais toujours pas rassasié, il se coucha, enfila la robe de chambre et le bonnet de nuit de la grand-mère et attendit patiemment le petit chaperon rouge en espérant la déguster pour son dessert. De son côté, le petit chaperon rouge avait fini par réussir à traverser la forêt. Et il arrivait à la maison de la grand-mère. À son tour, la fillette frappa. « Qui est là ?» demanda le loup. « C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. »« Tire la bobinette et la chevillette, chéra, mon enfant, » répondit le loup. Ainsi fit la fillette, et à son tour elle entra. « Bonjour, grand-mère. Comment allez-vous ?»« Je suis malade, mon enfant, » répondit le loup. S'approchant de sa grand-mère, la fillette ne put s'empêcher de remarquer « Grand-mère, que vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, » répondit le loup.
La fillette sortit le petit pot de beurre et la galette du panier. Mais elle ne put s'empêcher de remarquer « Grand-mère, que vous avez un grand nez !»« C'est pour mieux te sentir, mon enfant, » répondit le loup. Sans se méfier, la petite fille rangea précautionneusement la galette et le petit pot de beurre. Puis elle s'approcha de sa grand-mère pour l'embrasser. Et elle remarqua « Que vous avez de grandes dents, grand-mère !»« C'est pour mieux te manger, mon enfant !» Et d'un seul coup, tout cru, le loup la dévora. Cette fois, il était rassasié, et avait même, pour être franc, un peu trop mangé. Il décida donc de s'octroyer un somme bien mérité, et s'endormit sur place. Il dormait si bien qu'il se mit à ronfler tel un loup, des ronflements que l'on entendait à 100 pas à la ronde. Cela attira l'attention d'un bûcheron qui travaillait non loin. « C'est étrange, se dit-il. La grand-mère ne ronfle pas ainsi normalement. » Et, attiré par le bruit, il s'avança prudemment. Quel ne fut pas son effroi en découvrant la scène, le loup endormi dans le lit de la grand-mère, et la cape du petit chaperon rouge qui traînait à côté. Tout de suite, le bûcheron comprit ce qui s'était passé. Il s'approcha, saisit sa hache et ouvrit le ventre du loup. Dieu merci, celui-ci avait tellement faim qu'il avait mangé la grand-mère et le petit chaperon rouge sans prendre le temps de les mâcher. Aussi, elles sortirent toutes deux saines et sauves du ventre du loup. Après quoi, la grand-mère se précipita sur son fil à coudre et recousit précautionneusement le ventre du loup, non sans avoir pris soin de glisser à l'intérieur un petit grelot. À son réveil, le loup fut très surpris de voir le bûcheron, la grand-mère et le petit chaperon rouge qui le regardaient fixement. La grand-mère lui annonça « Loup, je t'ai recousu, mais tu as désormais dans le ventre un grelot. À chaque fois que tu bougeras, ce grelot teintera, et tu ne pourras plus prendre personne par surprise. » En apprenant la nouvelle, le loup s'enfuit par la fenêtre en courant, et il fut poursuivi par le gling-gling-gling-gling du grelot qui était dans son ventre. Dès lors, plus jamais le petit chaperon rouge ne fut embêté. Et, parfois, en se baladant dans la forêt, elle entend au loin un léger tintinement, comme un grelot, et elle repense à cette aventure. Conte et raconte Jacques et le haricot magique. Il était une fois, dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et une forêt touffue, un garçon nommé Jacques. Il vivait avec sa mère dans une modeste chaumière à l'orée du village. La vie n'avait jamais été facile pour eux. Le père, un homme brave et aimant, avait disparu lorsque Jacques n'était qu'un tout petit garçon, les laissant seuls avec leur vache, Marguerite, qui était la dernière richesse de la famille. Cette grande vache aux yeux doux et au pelage crème leur donnait du lait chaque jour, un plein bidon. Ils le vendaient au marché afin de gagner de quoi subsister. Bref, s'ils pouvaient survivre à chaque jour, c'était bien grâce à Marguerite. Pourtant, les temps devinrent encore plus durs. Un été, la sécheresse frappa la contrée. Les champs se flétrirent, les rivières s'amenuisèrent et les animaux souffrirent. Marguerite ne produisait plus une seule goutte de lait. La réserve de farine s'épuisait et la vieille marmite dans laquelle la mère de Jacques préparait les soupes, pourtant déjà bien maigres, résonnait de plus en plus vide. Un matin, après un petit déjeuner où il n'avait trouvé que quelques miettes pour se nourrir, la mère de Jacques lui dit tristement « Jacques, mon garçon, nous n'avons plus le choix. Tu dois emmener Marguerite au marché et la vendre.
Obtiens-en un bon prix, s'il te plaît, car elle est tout ce qui nous reste. » Jacques sentit son cœur se serrer à l'idée de se séparer de Marguerite, mais il savait que sa mère avait raison. Alors il caressa doucement le museau de sa compagne des mauvais jours, lui passa une corde au cou et se mit en route vers le marché du village. Le marché, ce jour-là, bourdonnait d'activité. Les marchands criaient leurs prix, les enfants couraient entre les étals, et les odeurs de pain chaud et d'épices flottaient dans l'air. Mais Jacques, concentré sur sa mission, avançait avec Marguerite, cherchant un acheteur potentiel. C'est alors qu'il croisa un vieil homme, étrange, vêtu d'un manteau, certes usé, mais néanmoins orné de motifs qui scintillaient sous le soleil. Ses yeux pétillaient de malice, et il portait un grand sac en bandoulière qui semblait rempli d'objets mystérieux. « Bonjour, jeune homme !» lança le vieillard en s'arrêtant devant Jacques. « Quelle belle vache tu as là! Serait-elle à vendre ?»« Oui, monsieur, » répondit Jacques poliment, « mais je dois en obtenir un bon prix, car c'est tout ce que nous possédons. » Le vieil homme sourit de toutes ses dents. « Un bon prix, dis-tu? Que dirais-tu de ces haricots magiques ?» Il plongea une main osseuse dans son sac et en sortit 5 haricots, luisants comme si on les avait lustrés pendant des heures. Jacques les fixa, fasciné, mais un peu perplexe. « Des haricots ?» s'exclama-t-il. « Mais ma mère attend de l'argent, pas des graines. » Le vieillard agita les haricots devant lui. « Ah, mais ce ne sont pas de simples graines, jeune homme. Ces haricots sont magiques. Plante-les au coucher du soleil et attends de voir ce qui arrivera au matin. » Jacques hésita. Il n'avait jamais cru au conte de magie. Mais quelque chose dans les yeux du vieil homme le convainquit. Peut-être était-ce le désespoir ou un instinct qu'il ne comprenait pas. Toujours est-il qu'il tendit la corde de Marguerite au vieillard, et ce dernier lui remit les haricots. « Souviens-toi, mon ami, au coucher du soleil. » Le soir venu, lorsque Jacques rentra à la maison et montra les haricots à sa mère, elle entra dans une colère noire. « Des haricots !» cria-t-elle en serrant les poings. « Tu as échangé notre vache pour des haricots! Nous n'avons plus rien, Jacques! Rien !» Elle jeta les haricots par la fenêtre, et Jacques, honteux, alla se coucher le ventre vide. Il se sentait stupide et coupable, se demandant pourquoi il avait cru ce vieil homme. Et pendant ce temps, par la fenêtre, on voyait les derniers rayons du soleil disparaître à l'horizon. Au matin, lorsque Jacques se réveilla, quelque chose avait changé. Habituellement, sa chambre était baignée de la lumière du soleil levant, mais aujourd'hui, une certaine pénombre régnait, comme si quelque chose empêchait la lumière de passer. Jacques courut à la fenêtre et écarquilla les yeux. Là où les haricots avaient été jetés, une plante immense s'élevait jusqu'au ciel. Un plant de haricots. Ses tiges étaient épaisses comme des troncs d'arbres et ses feuilles larges comme des voiles. Ce plant était si grand que son sommet disparaissait dans les nuages. C'était une vision à couper le souffle, à la fois terrifiante et magnifique. Curieux, Jacques sortit de la maison et s'approcha de l'énorme plante. En la voyant si grande et en observant ses branches qui se perdaient dans les nuages, lui vint une irrépressible envie d'escalader. Que pouvait-il y avoir là-haut, au-dessus des nuages? L'occasion était trop belle de le découvrir. Alors il attrapa une tige et se hissa, une main après l'autre, un pied après l'autre. Il entama sa longue ascension. La montée était éprouvante, mais chaque fois qu'il regardait vers le haut, il voyait le sommet s'approcher. Les heures passèrent et Jacques finit par traverser une couche épaisse de nuages. Et lorsqu'il émergea, il découvrit un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Au-dessus des nuages s'étendait une terre luxuriante, baignée d'une lumière dorée. Des collines verdoyantes s'étendaient à perte de vue, parsemées de fleurs géantes, et, au loin,
se dressait un château immense. Le vent portait des odeurs sucrées et tout semblait plus grand, plus vivant, plus magique. Jacques, captivé, marcha jusqu'au château, ses pieds s'enfonçant dans l'herbe épaisse et douce comme un tapis. En arrivant devant l'entrée massive, il se sentit minuscule. Pourtant, il poussa la porte et pénétra dans une vaste salle. Ici, tout était démesuré. Les meubles étaient gigantesques, les chandeliers étaient vastes comme des carrosses, et au milieu de la salle était dressée une table si haute qu'il devait lever la tête pour en voir le sommet. Assise à cette table se tenait un géant. Un géant, ou plutôt une géante. Haute comme 3 hommes, elle avait des cheveux hirsutes et lançait à Jacques un regard incrédule. « Qui es-tu ? Que fais-tu là ?» demanda-t-elle d'une voix de fausset qui contrastait avec son imposante apparence. « Bonjour, madame, » osa Jacques. « Je m'appelle Jacques. Je suis ici pour vous demander quelque chose à manger afin que ma mère et moi ne mourions pas de faim. » « Te donner à manger ? Mais diable, mon enfant, mon mari est un ogre. En fait, de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. Cache-toi vite dans le buffet, il pourrait rentrer d'un moment à l'autre. » À peine Jacques s'était-il faufilé dans le meuble, selon les instructions de la géante, qu'il entendit un bruit terrifiant. C'était comme des bruits de pas, mais des pas lourds qui faisaient trembler le sol. Jacques entr'ouvrit la porte du buffet et regarda terrifié une figure colossale entrer dans la pièce. C'était un géant grand comme une montagne, au visage rude et à la barbe drue. Il portait un tablier taché de sang et tenait dans une main un sac rempli de pièces d'or et dans l'autre un ours. Un ours qu'il portait comme s'il s'était agi d'un vulgaire poulet. Le géant posa le sac et l'ours sur la table et déclara d'une voix grondante. « Ça sent la chair fraîche !» Jacques, pétrifié, retint son souffle. Mais la géante répondit à son mari. « C'est cet ours que vous apportez. Donnez-le-moi, je vais le préparer. Vous devez être éreinté après la chasse. » Le géant acquiesça, donna l'ours à sa femme, bâilla, puis s'assit pesamment sur un fauteuil immense avant de s'endormir en ronflant. Jacques, rassemblant tout son courage, se glissa alors hors de sa cachette, se saisit discrètement du sac d'or et s'enfuit à toutes jambes. Il courait aussi vite que lui permettait le poids du sac, et bien vite arriva au plant de haricots. Là, il jeta le sac en bas des nuages, dévala les branches aussi vite qu'il le pouvait, et rentra chez lui. Sa mère, qui le pensait perdu, ne put contenir sa surprise en le voyant descendre de cette plante étrange. D'autant plus que, avec un sourire malicieux, il lui tendit un sac rempli de pièces d'or. Les jours qui suivirent la descente de Jacques furent comme une bouffée d'air frais dans la chaumière. Grâce au sac d'or volé aux géants, ils purent acheter de la nourriture, réparer leur toiture et même aider quelques voisins en difficulté. Mais, petit à petit, le contenu du sac d'or disparaissait, et après quelques mois, il fut entièrement vide. La mère de Jacques s'en accommoda. Après tout, la maison était désormais en bon état, et ils avaient pu acheter une nouvelle vache, ainsi que 2 belles poules pondeuses. Mais quelque chose tiraillait Jacques. Il ne pouvait oublier ce château immense, les arbres fantastiques qui l'entouraient, et tout ce monde qui était au-dessus de leur tête. À présent que le sac était vide, il se demandait quels autres trésors pouvaient se cacher là-haut. Peut-être que s'il pouvait remonter, il pourrait rapporter encore plus de richesses, pour qu'il ne manque jamais de rien. Alors, un matin, pendant que sa mère était occupée à préparer le déjeuner, Jacques se faufila discrètement dehors. Il leva les yeux vers le plant de haricots qui s'élevait vers le ciel, et sans hésiter, recommença à grimper.
Le voyage fut aussi long et éprouvant que la première fois, mais Jacques était déterminé. Lorsqu'il émergea à nouveau des nuages, le paysage féerique qu'il avait déjà vu l'attendait. Tout était toujours aussi beau. Mais cette fois, Jacques était plus prudent. Pardi, on ne trompe pas le maître d'un tel domaine impunément. En arrivant au château, il constata que la porte était cette fois entr'ouverte. Il se glissa à l'intérieur et rencontra de nouveau la géante. « Hé, tu es bien culotté de revenir après nous avoir volé un sac d'or. Tu as de la chance que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Mais je te préviens. » Elle parlait encore quand le sol se mit à trembler. Le géant revenait. Vite, l'ogresse ouvrit à nouveau la porte du buffet, et Jacques s'y tapit. Cette fois, l'ogre revenait en portant une harpe. Une harpe intégralement dorée. Sitôt qu'il fut entré, le géant s'exclama. Ça sent la chair fraîche. » La géante, prenant pitié de Jacques en imaginant le sort horrible qui l'attendait s'il venait à être capturé, s'écria. « Mais non, ce doit être le cochon qui rôtit dans le four. » Le géant leva un sourcil, grogna, renifla et s'assit en disant « Tu as peut-être raison. » Puis il posa la harpe sur la table et, comme s'adressant à elle, il dit « Joue un air. » La harpe se mit alors à jouer une mélodie magnifique. Les notes ruisselaient de ses fils dorés, et le géant, bercé par cette musique, finit par s'endormir dans son grand fauteuil, ses ronflements couvrant même les dernières notes qui émanaient de la harpe. Jacques, fasciné par cet instrument magique, se glissa prudemment hors de sa cachette. Il se saisit de la harpe et bondit hors du château. Il courait aussi vite qu'il le pouvait et bientôt atteignit le plan de haricots, qu'il descendit à toute vitesse. De retour chez lui, Jacques offrit la harpe à sa mère. Et celle-ci, bien que furieuse de son imprudence, fut soulagée de le voir sain et sauf. Elle lui fit néanmoins promettre de ne plus jamais grimper aux haricots. Et ainsi allait la vie dans leur chaumière. Chaque journée était égayée des douces mélodies que produisait la harpe magique, et leur vie s'écoulait, simple et tranquille. Mais un hiver particulièrement rude, la famine survint dans la région. Si Jacques et sa mère étaient à l'abri du besoin grâce à leurs vaches et leurs poules, il n'en allait pas de même pour tout le village, et certains de leurs voisins commençaient à souffrir de la faim. Jacques ne pouvait s'empêcher de repenser au château et à ses richesses. Alors, malgré sa promesse, Jacques décida de grimper une 3e fois au plan de haricots. Il connaissait désormais le chemin et savait à quoi s'attendre. Il se promit d'être rapide et discret. En arrivant au château, Jacques jugea plus prudent de ne pas se faire voir de la géante. Il l'avait en effet déjà berné 2 fois. Il entra donc prudemment et alla se cacher non pas dans le buffet, mais sous une immense bibliothèque qui contenait des livres aussi grands que lui. Au bout d'un moment, il entendit à nouveau les pas du géant et le vit surgir dans le château, portant un solide sac de jute. Sitôt entré, il renifla et s'écria. Ça sent la chair fraîche. » Et cette fois, sa femme, loin de le détromper, se joignit à lui dans ses recherches. Elle regarda tout d'abord dans le buffet où Jacques s'était caché les 2 premières fois, puis derrière les rideaux, sous la table, dans le vaisselier. Ils regardèrent même par acquis de conscience sous le tapis, mais par miracle, ils ne trouvèrent pas Jacques. « Ah, ce doit être c'est toi qui nous brouille l'odorat !» finit par dire la géante. Et tous 2 abandonnèrent les recherches. Alors le géant s'assit à table, comme à son habitude. Il sortit de son sac une oie. Une oie toute simple, avec des plumes grises et un bec orange,
avec cet air un peu hautain qu'ont toutes les oies. Bref, une oie parfaitement normale. Pourtant, le géant l'observait, et manifestement, il attendait quelque chose. Au bout de quelques minutes, Jacques vit l'oie s'asseoir, remuer les plumes de la queue et se relever. Et, tiens-toi bien, à l'endroit où l'oie s'était assise, il y avait un œuf. Mais pas n'importe quel œuf, un œuf en or. Le géant s'en saisit et le contempla en disant « Ainsi on ne m'avait pas menti. Cette oie pond réellement des œufs en or. » Le géant se mirait dans l'œuf doré. Il l'examinait sous toutes les coutures, le faisait jouer entre ses gros doigts potelés et, finalement, comme à son habitude, s'endormit. Alors Jacques se glissa hors de sa cachette et approcha prudemment pour se saisir de cette oie au pouvoir si incroyable. Mais, dès qu'il posa les mains sur elle, l'oie émit un caquettement strident qui résonna dans tout le château. Le géant se réveilla et se trouva nez à nez avec Jacques, qui, manifestement, était en train de voler son oie. Il se mit à hurler. « Ah, tu vas voir, gredin! Au voleur !» Et il se lança à sa poursuite. Jacques, en effet, sans demander son reste, s'était saisi de l'oie et s'était élancé dehors. Il courait aussi vite qu'il le pouvait et arriva bientôt au sommet du plant de haricots, qu'il saisit et descendit à une vitesse vertigineuse. Mais cette fois, le géant était déterminé à ne pas le laisser filer. Il commença à descendre lui aussi. Jacques, voyant le géant le suivre, descendit encore plus vite. Et lorsqu'il arriva au sol, il cria à sa mère « Mère, apportez-moi une hache, vite !» Sa mère, paniquée, courut chercher une vieille hache rouillée qui traînait dans leur remise. Et Jacques commença à frapper le plant de haricots de toutes ses forces. Lorsqu'il donna le dernier coup, la tige immense se mit à vaciller. Le géant, qui était toujours en train de descendre, poussa un cri de terreur, et la plante gigantesque s'effondra, l'entraînant dans sa chute. Jacques et sa mère regardèrent le ciel dégagé, où il ne restait plus aucune trace du haricotier. Ils se serrèrent dans les bras, soulagés que tout soit terminé. Avec l'oie aux œufs d'or, leur vie changea pour toujours. Ils ne manquèrent plus jamais de rien, et n'oublièrent pas de toujours ouvrir leurs portes à ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi, Jacques devint un jeune homme respecté, connu de tous pour son courage et sa générosité. Conte et raconte les habits neufs de l'empereur. Il était une fois, dans un royaume lointain, un empereur. Un empereur dans un royaume lointain, ça n'est pas très original. Mais, vois-tu, cet empereur-là était un peu particulier. Il était certes compétent, et il gérait plus que correctement son pays, mais il était aussi très orgueilleux. Il avait l'intime conviction qu'il était, de loin, le plus intelligent de son royaume. Et aucun de ses conseillers, si brillant soit-il, n'avait réussi à le faire changer d'avis. Hélas, il cumulait, en plus de son orgueil, une vanité sans borne. Il était si préoccupé par son apparence qu'il ne pensait à rien d'autre. Il avait fait installer de grands miroirs dans toutes les salles du palais afin de pouvoir se contempler à loisir tout en gérant son pays. Durant les audiences, il se contemplait dans un miroir. Durant les conseils des ministres, il s'admirait dans une glace. Durant les cérémonies, il s'extasiait devant son reflet. Et même durant les défilés, il avait demandé à ce qu'un valet tienne en permanence un miroir devant lui
pour qu'ils puissent se regarder. Or, il arriva qu'un jour, 2 étrangers pénétrèrent dans la ville. Ils se présentèrent au palais comme étant de talentueux tisserands, et ils furent donc introduits auprès du roi. Les 2 hommes, pleins de flatterie, saluèrent le souverain avec des paroles habiles. « Majesté, nous avons entendu parler de votre élégance, et nous avons voyagé jusqu'à vous pour vous partager notre art. Dans des contrées lointaines, nous avons appris un savoir-faire unique. Il nous permet aujourd'hui de créer des étoffes incroyables. Elles sont si belles que nul en ce royaume n'en a jamais porté de pareilles. Mais prenez garde, car elles ne peuvent être vues que par les gens les plus sages et les plus intelligents. Les personnes stupides, hélas, ne voient rien. » L'empereur, sûr de son intelligence et ébloui par une telle promesse, s'exclama. « Des habits somptueux qui montrent l'intelligence de celui qui les regarde. Mais voilà exactement ce qu'il me faut. Tissez-moi un vêtement de cette étoffe merveilleuse. » Les 2 escrocs demandèrent une grande quantité d'or, des pierres précieuses et de riches étoffes comme matière première. Ils installèrent leur métier à tisser dans une grande salle du palais et commencèrent à travailler. Bien sûr, il n'y avait ni fil ni tissu, mais ils faisaient semblant de tisser et de découper avec un grand sérieux, gesticulant et bavardant comme de véritables artisans. Au bout de quelques jours, l'empereur, impatient, envoya son conseiller le plus sage inspecter leur travail. Mais lorsque ce dernier entra dans la salle, il ne vit rien sur le métier à tisser. Pas le moindre fil, pas la moindre étoffe. Et pourtant, les escrocs, avec enthousiasme, lui demandaient « Admirez la finesse de cette trame, monseigneur. N'est-ce pas la plus belle étoffe que vous ayez jamais vue ?» Le conseiller, paniqué, pensa en lui-même. « Si je ne vois rien, est-ce que cela veut dire que je suis sot ? Le roi ne doit jamais apprendre cela. Il ne suivrait plus aucun de mes conseils. » Alors il s'exclama. « Magnifique, magnifique! Ces couleurs, cette texture! Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Et quand il retourna au palais, il fit un rapport élogieux à l'empereur, lui expliquant avec force détail combien cette étoffe était belle et douce au toucher. L'empereur, très impatient de découvrir son nouvel habit, envoya quelques jours plus tard un autre courtisan pour confirmer ses dires. Et ce second homme, tout aussi confus de ne rien voir, n'osa pas non plus admettre son ignorance. Et lui aussi, comme le premier, revint en louant l'habileté des artisans et en louant une étoffe qu'il n'avait pas vue. Finalement, on fit savoir à l'empereur que ses habits étaient terminés et qu'il pouvait venir les admirer. Lorsqu'il entra dans la salle, les 2 escrocs firent mine de lui présenter des habits, en décrivant combien les couleurs étaient chatoyantes et les motifs détaillés. Ils insistèrent sur leur travail et sur la finesse du drapé. Mais l'empereur, comme ses conseillers avant lui, ne vit rien. Il se tourna vers ses courtisans, mais autour de lui, chacun louait la beauté des habits, de peur d'être considéré comme un idiot. Alors l'empereur, bien qu'il ne vît rien, s'écria « Quelle merveille! Ces habits sont les plus beaux que j'aurais jamais portés. Préparez-les pour une grande parade. » Les escrocs, ravis, firent semblant de lui faire enfiler une tunique, un manteau et un pantalon, ajustant des vêtements invisibles avec le plus grand sérieux. « Majesté, vous êtes parfait. Ce vêtement sublime met en valeur votre prestance, » disait-il. Et le lendemain, un grand défilé fut organisé pour permettre à l'empereur de montrer ses habits à tout le royaume. La nouvelle s'était répandue, et tous les habitants se pressaient dans les rues pour voir les fameux habits magiques.
l'empereur sortit du palais, marchant fièrement tandis que la foule l'acclamait. Personne n'osait dire qu'il ne portait rien, de peur de passer pour un imbécile. Et on entendait donc des murmures émerveillés. « Oh, regardez ces broderies délicates! Oh, ces couleurs comme elles brillent au soleil !» Et chacun en rajoutait, de peur de passer pour un imbécile. Mais parmi les spectateurs se trouvait un petit enfant, assis sur les épaules de son père. Il se frotta les paupières, cligna des yeux, regarda attentivement, puis s'écria avec toute l'innocence de son âge. « Mais papa, il n'a pas de vêtements !» Un silence pesant tomba sur la foule. Puis peu à peu, les langues se délièrent et la vérité se répandit. « C'est vrai, l'empereur est nu !» Et les murmures se changèrent en rires. L'empereur, rouge de honte, réalisant qu'il était nu, continua sa marche, le menton haut, trop orgueilleux pour reconnaître qu'il avait été trompé. Quant aux deux escrocs, ils avaient déjà quitté la ville, emportant avec eux les richesses offertes par l'empereur, et jamais on ne les revit. Depuis ce jour, l'histoire de l'empereur et de ses habits neufs fut racontée dans tout le royaume. Elle devint une leçon sur la vanité et sur la peur de dire la vérité. Et on disait dans les villages, mieux vaut être le petit enfant qui ose parler que le sage qui se tait par crainte. Conte et raconte, le vaillant petit tailleur. Il était une fois, dans un petit village niché au creux des collines, un jeune tailleur. Il vivait dans un minuscule atelier, où la lumière du jour filtrait à travers une fenêtre, illuminant les fils colorés et les bouts de tissu éparpillés sur sa table de travail. Chaque jour, il cousait, raccommodait et taillait des vêtements pour les habitants, gagnant ainsi tout juste assez pour vivre modestement. Un matin, alors qu'il cousait une veste, il décida de se préparer une tartine de confiture. Il prit une large tranche de pain, la beurra et étala dessus une généreuse couche de confiture de framboise. Puis il la posa à côté de lui et se remit à coudre un instant. Mais, pendant ce temps, des mouches vinrent bourdonner autour de son repas. Elles voletaient, se posaient et, petit à petit, agaçaient notre tailleur. Exaspéré, il attendit le bon moment et, d'un geste vif, il frappa la table avec un morceau de tissu roulé. Lorsqu'il souleva sa main, il compta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mouches écrasées d'un coup. Notre tailleur se leva, impressionné par son propre exploit. « Voilà un coup digne des plus grands héros !» Il réfléchit un instant, et un sourire étira ses lèvres. Un tel exploit méritait d'être connu de tous. Il prit du fil, un solide morceau de cuir, et cousit une large ceinture sur laquelle il broda fièrement en grandes lettres « 7 d'un coup ». Lorsqu'il l'attacha autour de sa taille, il se sentit transformé. Un homme capable de terrasser 7 adversaires d'un coup ne pouvait pas rester enfermé dans un atelier. Il devait voir le monde et prouver sa valeur. Ainsi, sans plus attendre, il fourra un morceau de fromage dans sa poche et prit la route. En chemin, il aperçut un roitelet qui était coincé dans un buisson de ronces particulièrement épais. Pris de pitié pour l'animal, il le délivra et le cala dans son veston, espérant pouvoir l'apprivoiser et profiter ainsi de son champ. Après plusieurs heures de marche, il atteignit les abords d'une vaste forêt où les arbres hauts comme des tours projetaient une ombre fraîche sur le sol.
Alors qu'il s'enfonçait entre les troncs noueux, il aperçut une silhouette massive assise sous un chêne centenaire. C'était un géant. Son corps, aussi large qu'un moulin, était couvert de muscles noueux, et son visage, encadré d'une barbe hirsute, exprimait une intelligence toute limitée. Il tenait dans sa main un mouton entier qu'il dévorait comme un simple quignon de pain. Le tailleur aurait pu être intimidé. Mais, dame, un homme qui en a vaincu 7 d'un coup ne saurait avoir peur d'un seul géant. Aussi s'avança-t-il d'un pas assuré. Le géant cessa de mâcher son mouton et baissa ses yeux vers l'intrus. « Que fais-tu ici, minuscule créature ?» gronda-t-il, sa voix sourde résonnant comme un roulement de tonnerre. Le tailleur bomba le torse et désigna fièrement sa ceinture. « Je vais où le vent me porte, car j'en ai terrassé 7 d'un coup !» Le géant haussa des sourcils aussi épais que des ajoncs. « 7 d'un coup ?» pensa-t-il. S'agissait-il de 7 hommes? 7 guerriers? Ça semblait impossible. Et pourtant, ce petit homme semblait bien sûr de lui. Si tu es si fort, alors prouve-le !» D'un geste, il ramassa un énorme rocher grisâtre aussi gros qu'un tonneau et le pressa dans sa main monstrueuse jusqu'à ce qu'une fine gouttelette d'eau en coule. Puis il dit au petit tailleur : « Fais pareil si tu es si puissant !» Le tailleur, sans se démonter, sortit discrètement le morceau de fromage de sa poche et le pressa entre ses doigts si fort qu'il en fit couler du lait. « Voilà, je suis aussi fort que toi !» dit-il avec un sourire satisfait. Le géant écarquilla les yeux. Il n'avait jamais vu un être si petit et aussi fort. Peut-être était-ce donc vrai? Cet homme aurait tué 7 guerriers d'un coup. Mais il ne voulait pas être surpassé par un simple humain. Alors il ramassa un autre rocher et le lança si haut dans le ciel qu'il disparut un instant avant de retomber lourdement dans l'herbe. « Fais donc pareil !» Le tailleur, toujours aussi malin, ouvrit discrètement son veston et libéra l'oiseau qu'il y avait placé. Il le lança vers le ciel. L'animal prit son envol et, contrairement à la pierre, ne retomba pas. « On dirait que je suis plus fort que toi, en fait. Mon rocher n'est même pas retombé !» dit le tailleur avec malice. Le géant, cette fois, ne savait plus quoi penser. Ce petit homme avait l'air effectivement très fort. Il décida de l'accueillir pour la nuit, en attendant de savoir quoi faire. Puis il désigna un chêne massif qui gisait là. Cet arbre centenaire devait peser le poids de 5 éléphants, pensa le tailleur. Et le géant lui dit : « Je dois apporter du bois pour le feu. Puisque tu es si fort, aide-moi à porter cet arbre. » Le tailleur hocha la tête. « D'accord, prends le tronc, moi je porterai les branches et les feuilles. » Le géant, satisfait, souleva l'énorme tronc sur ses épaules, tandis que le tailleur, malin, sauta sur une branche et se laissa porter. Cet arbre était effectivement très lourd. Aussi, après quelques instants, le géant commença à transpirer à grosses gouttes. Et il s'écria : « Hé, tu es sûr que tu portes quelque chose ? Cet arbre me semble bien lourd. » Le tailleur répliqua, non sans un certain culot : « Bien sûr que je porte quelque chose. Je porte des centaines de branches, alors que toi, tu ne portes qu'un seul tronc. Avoue plutôt que tu as eu les yeux plus gros que le ventre, et que cet arbre est trop gros pour toi. » Le géant, meurtri par la remarque, n'osa rien répliquer et se remit en route. En chemin, ils croisèrent un cerisier, et le géant décida de faire une pause pour profiter de ses fruits rouges. Comme il était immense,
il se saisit des branches les plus hautes, plia l'arbre sans aucun effort et cueillit une poignée de cerises. Puis il tendit les branches au petit tailleur, qui s'en saisit et fut projeté en l'air par l'arbre qui reprenait sa position. En voyant cela, le géant fut très intrigué. « Eh bien, tu ne peux même pas retenir les branches de cet arbre? Tu n'es donc pas si fort, alors ?» « Bien sûr que si !» répliqua le petit tailleur. « Mais j'ai cru entendre des chasseurs. Alors j'ai préféré sauter au-dessus de cet arbre pour m'abriter. Mais d'ailleurs, je doute que tu puisses en faire autant. Tu es très grand, mais tu n'as pas l'air très agile. »« Pas agile? Moi ?» Piqué au vif, le géant voulut démontrer son agilité. Mais malgré de nombreuses tentatives, il ne réussit qu'à se retrouver coincé en haut du cerisier et dut s'avouer vaincu. Le soleil déclinait et l'ombre de la forêt s'allongeait. Ils reprirent donc la route à travers les bois jusqu'à arriver devant une caverne sombre et profonde. À l'intérieur, un feu de braise rougeoyait, projetant des ombres mouvantes sur les parois, et d'autres géants, aussi massifs que le premier, étaient attablés, festoyant autour de carcasses de bêtes sauvages. Lorsque le petit tailleur entra, les géants le fixèrent avec curiosité. « Qu'est-ce que cela ?» demanda l'un d'entre eux. « C'est un homme qui en a terrassé 7 d'un coup !» répondit le premier géant. Un silence tomba. Tous échangèrent des regards inquiets. Si cet humain avait vaincu 7 adversaires à la fois, il devait être redoutable. Mais les géants étaient rusés. Craignant la force de leur adversaire, ils échafaudèrent un plan pour se débarrasser de ce dangereux intrus avant qu'il ne devienne une menace. Lorsque la nuit tomba, le premier géant mena le tailleur vers un immense lit de pierre couvert de peaux de bête. « Repose-toi ici, petit homme !» dit-il avec un sourire en coin. Notre tailleur, méfiant, avait bien compris que ces créatures n'étaient pas amicales. Il observa le lit trop grand pour lui, fit mine de s'y allonger, mais ensuite alla s'installer discrètement sous un tapis dans un coin de la cave. Au beau milieu de la nuit, alors que tout le monde dormait, le géant revint, une énorme massue à la main. Dans la pénombre, il s'approcha du lit et, pensant que le tailleur y dormait profondément, leva son arme et asséna un coup terrible. Le fracas résonna dans toute la caverne. Et un rictus satisfait se dessina sur le visage du géant. « Voilà qui est réglé !» se dit-il. Mais, au matin, alors que les géants se réveillaient, le tailleur s'étira bruyamment et s'exclama avec entrain. « Bonjour, mes amis, j'ai dormi comme un roi !» Les géants se figèrent, blêmissant de peur. Cet homme était donc indestructible s'il avait survécu à un tel coup. Sans attendre, ils s'enfuirent en courant hors de leur caverne, abandonnant cette demeure. Le petit tailleur, amusé, sourit, ramassa quelques provisions et reprit son chemin, plus vaillant que jamais. Le petit tailleur, fier de sa victoire sur les géants, reprit son chemin à travers la forêt. Le soleil montait dans le ciel, illuminant les feuilles d'un vert éclatant, et le sentier sinueux le menait vers de nouvelles aventures. Après plusieurs jours de marche, il arriva aux portes d'un vaste royaume. Les tours du château s'élevaient haut dans le ciel, et les rues de la ville grouillaient d'activité. Des marchands vantaient leurs étoffes et leurs épices, des enfants couraient çà et là en riant, et des gardes patrouillaient en armure brillante. À peine eut-il franchi les remparts que des murmures s'élevèrent autour de lui. Sa ceinture, sur laquelle étaient brodés 7 d'un coup, attira immédiatement l'attention. « Regarde cette inscription !» murmurait-on.
Un homme capable de terrasser 7 ennemis en un seul coup? Ce doit être un guerrier redoutable. » La rumeur enfla si vite qu'elle atteignit bientôt les oreilles du roi lui-même. Ce souverain y vit une opportunité à saisir pour assurer la sécurité de son royaume. En effet, depuis des mois, un terrible fléau menaçait son peuple. Un féroce sanglier sauvage dévastait les champs et semait la terreur parmi les villageois. Lorsqu'il apprit qu'un guerrier d'une telle puissance venait d'arriver, le roi fit immédiatement mander le petit tailleur au palais. Le tailleur fut escorté jusqu'à la grande salle du trône, où le roi, vêtu d'une cape pourpre brodée d'or, l'observa sans parvenir à masquer sa surprise. C'était donc ça, le grand guerrier dont il avait entendu parler? Il avait juste l'air d'un petit tailleur à l'apparence très modeste. « Étranger, » dit enfin le roi, « j'ai entendu dire que tu es un homme d'une force exceptionnelle. Si tu as réellement terrassé 7 adversaires d'un coup, alors j'ai une mission pour toi. » Le tailleur haussa un sourcil, curieux, et laissa le roi poursuivre. « Un sanglier gigantesque terrorise mon peuple. Il saccage les récoltes et attaque quiconque croise sa route. Si tu parviens à l'abattre, je t'offrirai la main de ma fille et la moitié de mon royaume. » Le tailleur fit semblant d'hésiter, se caressant le menton d'un air pensif. En vérité, il était ravi. Devenir prince et riche et ne plus jamais avoir à coudre une chemise. Voilà une opportunité en or. « Majesté, je relève votre défi !» déclara-t-il avec assurance. Aussitôt, on lui donna un cheval et une lance, et il fut envoyé dans la forêt où rôdait le terrible sanglier. Les bois étaient sombres et, pour tout dire, inquiétants. Un autre que notre vaillant petit tailleur eût pris ses jambes à son cou. Mais lui avançait prudemment, aux aguets, cherchant à repérer cet animal qui effrayait tant de monde. Soudain, un rugissement sauvage fit trembler les feuilles. Devant lui surgit une bête monstrueuse, un sanglier immense, aux défenses courbes acérées comme des lames et aux yeux injectés de sang. Il grogna, gratta le sol, prêt à charger. Le tailleur, bien conscient qu'il n'avait pas la force de combattre un tel monstre de front, réfléchit rapidement. Il repéra non loin un grand chêne dont le tronc était creux. D'un coup de talon, il lança son cheval dans cette direction. Le sanglier, furieux, se précipita à sa poursuite, labourant le sol de ses sabots. Et au dernier moment, alors qu'il allait entrer en collision avec le chêne, le tailleur fit un écart et sauta prestement sur une branche basse. Le sanglier, lui, emporté par son élan, s'engouffra directement dans le tronc creux. Sans perdre un instant, le tailleur ramassa une corde et, avec une habileté de couturier, il ferma solidement l'entrée du chêne, emprisonnant ainsi la bête. Riant encore de son stratagème, il appela les gardes du roi, qui vinrent se saisir de la bête. Ils la traînèrent ainsi jusqu'au palais et la présentèrent au roi. Le roi n'en crut pas ses yeux. Jamais il n'avait imaginé que ce petit tailleur pourrait réellement accomplir cet exploit, et il n'avait pas du tout l'intention de lui donner la main de sa fille, ni la moitié de son royaume. Alors il se dédit et annonça: « Avant que nous ne célébrions ton mariage, commença-t-il d'une voix hésitante, il te reste une dernière épreuve. 2 géants pillent mes terres et détruisent mes villages. Si tu les élimines, alors tu prouveras définitivement ta valeur. » Le tailleur, loin d'être intimidé, hocha la tête et partit à la recherche des géants. Il marcha longtemps avant d'apercevoir les 2 monstres. Ils étaient assis au bord d'une rivière, festoyant bruyamment autour d'un feu de bois.
Des ossements et des carcasses jonchaient le sol. À en juger par le festin qu'ils avaient fait, ils allaient bientôt s'endormir. Effectivement, quelques instants après, ils s'installaient confortablement au pied d'un aulne et, sans tarder, se mirent à ronfler. À ronfler si fort que la terre en tremblait. Le tailleur s'approcha discrètement et, au bord de la rivière, ramassa une poignée de gros cailloux. Puis il monta lestement dans l'arbre, visa et lança une première pierre pile sur le nez d'un des géants. Paf! Le géant se réveilla et, furieux, se tourna vers son compagnon. « Pourquoi me frappes-tu » gronda-t-il. « Moi, je n'ai rien fait » grommela l'autre, encore à demi endormi. Le tailleur attendit quelques instants qu'il se rendorme, puis il saisit une seconde pierre et la lança de toutes ses forces sur le second géant qui s'écria. « Hé, tu ne manques pas de culot de me frapper après m'avoir accusé !»« Mais tu rêves !» répondit le premier des géants. « Allez, rendors-toi !» Une troisième fois, le petit tailleur prit une pierre et la lança, cette fois sur le premier géant, le plus grand, le plus énervé. Et bing! « Ah non, ça n'est pas possible !» hurla-t-il, et il asséna un coup magistral sur le crâne de son partenaire. Ce dernier, piqué au vif, répliqua d'un coup de poing titanesque, et en quelques instants, les deux colosses se battaient violemment sous les yeux amusés du tailleur. À la fin du combat, les deux géants s'étaient mutuellement assommés. Le tailleur se laissa tomber au bas de son arbre et les attacha avec une corde robuste. Puis il revint, triomphant, au palais. Encore une fois, le roi fut courroucé de cette réussite insolente. Cherchant une nouvelle manière d'échapper à sa promesse, il déclara d'un air obséquieux. « Les préparatifs du mariage sont lancés. Il sera célébré demain dans la chapelle du château. En attendant, je serai heureux de vous accueillir en notre demeure. Après tout, vous êtes désormais mon futur gendre. » Le petit tailleur accepta, et le soir venu se coucha dans la chambre qui lui avait été offerte. Mais le roi avait en réalité ordonné que le tailleur soit capturé durant son sommeil. Il espérait le faire mettre en prison pour éviter d'avoir à tenir sa promesse. Un détachement de soldats solidement armés se rendit donc dans la chambre du tailleur. Mais Dieu merci, ce dernier avait été prévenu de la félonie par la princesse. Aussi, lorsqu'ils vinrent le capturer, il feignit de dormir profondément. Puis, au moment où les serviteurs allaient l'emmener, il s'écria d'une voix puissante. « 7 d'un coup, vous entendez? J'en ai terrassé 7 d'un coup, j'ai capturé un sanglier féroce, j'ai vaincu 2 géants, et vous pensez pouvoir m'arrêter alors que vous n'êtes que 20 !» Pris de panique, les soldats s'enfuirent, et le roi, impressionné par tant d'audace, n'osa plus s'opposer au petit tailleur. Il lui laissa donc le trône et la main de sa fille. Ainsi, le vaillant petit tailleur, grâce à son intelligence et son courage, devint roi. Il vécut dans l'abondance et n'eut plus jamais à coudre une seule veste. Conte et raconte le chat botté. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, un vieux meunier. Toute sa vie, il avait travaillé dur. Et, avant de quitter ce monde, il partagea ses maigres biens entre ses 3 fils. À l'aîné, il laissa le moulin. Au second, il offrit son âne,
et au plus jeune, un simple chat, qui n'avait pour seul rôle que d'attraper les souris qui en voulaient au grain. « Tout cela n'est pas très juste !» s'exclama le cadet désespéré. « Que vais-je faire d'un chat ? Mon frère peut moudre du grain, l'autre peut voyager avec l'âne, mais moi, me voici bien lésé dans ce partage. » Et Jacques, accablé par son sort, regardait son chat d'un air distrait, se demandant clairement ce qu'il allait pouvoir faire avec ce félin. Mais, le chat l'ayant entendu, il se redressa sur ses pattes arrière, lissa ses moustaches avec un air sérieux, et, à la grande stupéfaction de son maître, se mit à parler. « Mon maître, ne vous désespérez pas ainsi. Procurez-moi un sac et une paire de bottes, et je ferai de vous un homme riche et respecté. » Jacques resta figé, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Mais tu parles ?» balbutia-t-il en écarquillant les yeux. Le chat lui adressa un regard malicieux, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Bien sûr que je parle, » répondit-il avec un petit air de fierté. « Maintenant écoutez-moi, je sais ce que je fais. Faites-moi simplement confiance et vous ne le regretterez pas. » Jacques, toujours sous le choc, se frotta les yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. « Je dois être fou, mais, après tout, qu'ai-je à perdre ?» murmura-t-il plus pour lui-même que pour le chat. Avec ces dernières pièces, il fit donc fabriquer une paire de bottes élégantes pour le félin et lui donna également un sac de solide toile de jute. Le chat, très satisfait, prit le tout et s'en alla aussitôt. Ce chat n'était pas un novice dans l'art de la chasse, et il se mit rapidement à l'œuvre. Après des années passées à traquer les souris dans les moindres recoins, il possédait une agilité et une ruse remarquables. Et bientôt, il repéra un lapin en train de grignoter au pied d'un buisson. D'un bond, il fut sur lui, l'attrapa et le fourra dans le sac. Puis il ajusta ses bottes et se rendit au palais royal, où il se présenta fièrement devant le roi. Il fit une révérence impeccable en tout point et déclara : « Sire, veuillez accepter ce modeste présent de la part de mon maître, le marquis de Carabas. » Le roi, curieux de connaître ce généreux marquis dont il n'avait jamais entendu parler, accepta le lapin avec plaisir et remercia le chat. Et ainsi, chaque jour, le chat botté, car c'est ainsi qu'on l'appelait désormais à la cour, ramenait au roi des lièvres, des perdrix, des pigeons ramiers, des faisans, des canards, bref, toutes sortes de petits gibiers attrapés par ses soins. Et à chaque offrande, il répétait au roi : « Ces présents viennent de la part de mon maître, le marquis de Carabas. » Le roi, charmé par cette générosité, ne tarissait pas d'éloges sur ce mystérieux marquis. Et la princesse, sa fille, dont la beauté était connue de tout le royaume, écoutait souvent ses récits avec un sourire intrigué. Un jour, en sortant du château, le chat apprit que le roi et la princesse se promenaient en carrosse près de la rivière. Il courut chez Jacques et lui dit : « Mon maître, faites exactement ce que je vous dis. Allez vous baigner dans la rivière et votre fortune est faite. » Jacques, bien qu'un peu perplexe, obéit. Tandis qu'il se baignait, le chat se saisit de ses vêtements et les cacha derrière un buisson. Puis il courut vers le carrosse royal en criant : « Au secours ! Au secours ! Mon maître le marquis de Carabas est en danger !» Le roi, intrigué par cette agitation, et se souvenant de tous les présents du dit marquis, ordonna qu'on arrête le carrosse. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Mon maître le marquis de Carabas a été attaqué, et ses vêtements lui ont été dérobés » affirma le chat. Alors le roi ordonna à ses serviteurs d'apporter de riches vêtements à ce marquis en détresse. Et quand Jacques sortit de l'eau, vêtu d'un pourpoint de soie et de bottes resplendissantes,
il avait l'air d'un vrai marquis. La princesse le regarda avec admiration. Et Jacques, qui n'était pas insensible à son charme, s'inclina avec une élégance qu'il ne se connaissait pas. Le roi invita alors le prétendu marquis à monter dans le carrosse. Jacques, un peu intimidé, mais suivant les instructions du chat, accepta avec gratitude. Le carrosse s'ébranla et se remit en route. Alors qu'il poursuivait son chemin, le chat se mit à courir à toute vitesse afin de le précéder à travers champs et villages. Sur son chemin, il croisa des paysans en train de faucher du blé. Il leur cria « Si le roi vous demande à qui appartiennent ces terres, répondez que c'est au marquis de Carabas. Sinon, je vous tranche la gorge avec ma griffe la plus acérée. » Les paysans, impressionnés par l'air autoritaire du chat et par sa menace, promirent d'obéir. Bientôt, le carrosse arriva, et le roi, lorsqu'il demanda qui possédait ces terres, s'entendit répondre qu'elles appartenaient au marquis de Carabas. Le roi fut très impressionné par ces terres que possédait le marquis. Il le fut plus encore au village suivant, quand on lui dit que ce village appartenait également au marquis de Carabas. Et ainsi de suite. À chaque village, à chaque champ, les paysans expliquaient au roi que tout cela appartenait au marquis de Carabas. Bien sûr, le chat botté était déjà passé par là, et de promesses en menaces, il avait convaincu toute la contrée de se déclarer appartenant au marquis de Carabas. Et tandis que le carrosse royal avançait sur un chemin bordé de champs dorés et de prairies verdoyantes, tandis que le roi admirait les terres qu'il croyait appartenir au marquis de Carabas, le chat botté, lui, continuait à courir plus vite que le vent, son esprit vif élaborant la dernière étape de son plan. Car voyez-vous, ces terres que le roi contemplait n'appartenaient naturellement pas au marquis de Carabas. Elles faisaient en réalité partie du domaine d'un ogre, un être terrible, connu pour sa richesse, sa méchanceté et auquel les paysans prêtaient des pouvoirs magiques. « Il peut se transformer en ce qu'il veut », affirmait l'un en tremblant. « Et d'un coup de poing, il peut faire tomber un mur, car sa force est surhumaine », ajoutait un autre guère plus rassuré. Le chat botté ne craignait rien. Cet ogre terrible était justement la dernière partie de son plan. Il se rendit donc au château de l'ogre. Avec ses bottes bien cirées et son pelage lustré, il se présenta à la porte comme un invité important, et on l'introduisit auprès de l'ogre. C'était un être immense, et le trône sur lequel il siégeait était haut comme une armoire. Le chat botté s'inclina poliment. « Monseigneur, je viens solliciter votre sagesse pour une affaire de la plus haute importance. » Comme nombre de grands de ce monde, l'ogre était aussi très vaniteux. Il apprécia de voir reconnue sa prétendue sagesse, et il encouragea donc le chat à continuer. « Parle, dit-il. Je vais faire mon possible pour t'aider. » Le chat botté poursuivit. « Les villageois affirment que votre magie est usée et que vous ne pouvez plus vous transformer à volonté. J'ai bien essayé de les détromper, mais ils refusent de me croire. » Furieux, l'ogre répondit. « Ces manants osent douter de moi. Bien sûr que je peux encore me transformer. Regarde !» Et dans un éclair aveuglant, il se transforma en un lion gigantesque. Sa crinière dorée semblait embraser la pièce, et son rugissement fit trembler les murs du château. Le chat botté, bien qu'il s'attendît à pareille transformation, joua son rôle à la perfection, et bondit en arrière, simulant une peur panique. « Monseigneur, c'est très impressionnant. »« N'est-ce pas ?» s'enorgueillit l'ogre. Cependant, parmi les paysans qui doutaient de vos pouvoirs, il en est une partie qui acceptait le fait que vous puissiez vous transformer, mais ils pensaient que vous étiez incapable de vous transformer en un petit animal.
À cela, je n'ai su quoi répondre, car, assurément, vu votre taille, il vous est forcément plus difficile de vous transformer en un petit animal. Par exemple, grand et fort comme vous êtes, je doute fort que vous puissiez vous transformer en une souris. « Tu en doutes ?» rugit l'ogre. Et dans un flash, il se transforma en une petite souris grise. Le chat botté n'hésita pas une seconde. Il bondit sur la souris, l'attrapa d'un coup de patte, et, avant que la créature ne puisse reprendre sa forme originelle, il l'avala d'un trait. L'ogre était vaincu. Le château et toutes les richesses qu'il contenait appartenaient désormais au chat botté et à son maître. Notre rusé félin se précipita donc à l'entrée du château et accueillit le carrosse royal qui arrivait à point nommé. Lorsque le roi vit le château, il ouvrit de grands yeux. « Quel endroit magnifique !» s'exclama-t-il. Le chat botté s'inclina profondément. « Bienvenue dans le château de mon maître, le marquis de Carabas, sire. Veuillez entrer et profiter de l'hospitalité qu'il vous offre. » Jacques, qui n'en croyait pas ses yeux, joua le jeu avec autant de grâce qu'il le pouvait. Le roi, impressionné par tant de faste, se disait que ce jeune homme serait un gendre idéal. Et quant à la princesse, elle ne détachait plus ses yeux du jeune marquis, dont la gentillesse et le charme l'avaient conquise. Le banquet qui suivit fut somptueux. Grâce au trésor accumulé par l'ogre, le chat botté put organiser un festin digne des plus grands rois. Il veillait à tout, donnant des ordres aux serviteurs du château comme s'il y avait toujours vécu. Les mets étaient exquis, les coupes débordaient de vin et les rires résonnaient dans la grande salle. À la fin du repas, le roi se tourna vers Jacques avec un sourire bienveillant. « Marquis, vos terres sont prospères, votre château magnifique et votre générosité sans égale. Mais il manque encore une chose à votre bonheur, une épouse. Accepteriez-vous d'épouser ma fille ?» Jacques, bien qu'intimidé par cette proposition royale, accepta avec un large sourire, car lui aussi était tombé sous le charme de la princesse. Et celle-ci, ravie, donna son consentement sans hésiter. Le mariage fut célébré en grande pompe. Le roi, enchanté d'avoir un gendre aussi respectable, fit de Jacques le gouverneur de toutes les provinces environnantes. Et le jeune homme, qui n'était rien de plus qu'un meunier quelques semaines auparavant, devint ainsi un homme riche et puissant. Et le chat botté, que devint-il ? Ne vous inquiétez pas pour lui. Notre héros fut comblé d'honneur et vécut comme un prince dans le château. Et jamais il ne manqua de lait ni de coussins moelleux pour se reposer.